Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on doit continuer notre cours concernant les ultrasons. La dernière séance, on a parlé de la production des ultrasons. Maintenant, on doit traiter la géométrie des faisceaux ultrasonores. Voilà. Ici, c'est l'exemple d'une sonde qui est constituée d'un ensemble des éléments piézoélectriques. Et comme vous savez, si on prend un seul élément piézoélectrique, après production des ultrasons, on voit que le faisceau ultrasonore, qui est matérialisé ici par la couleur rouge, c'est un faisceau divergent. Donc, à partir d'un point où se produisent les ultrasons, on a le faisceau, il diverge. Donc, il est mal localisé dans l'espace. Donc, pour l'amélioration de la résolution latérale, qui tire fortement parti des techniques de la focalisation électronique. Ou bien, en général, on peut utiliser la focalisation non électronique, surtout mécanique. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est essayer de passer de cette géométrie divergente vers une géométrie qui permet de focaliser notre faisceau électronique. Les sondes ultrasonores électroniques étant constituées d'un grand nombre de transducteurs élémentaires juxtaposés, chacune de ces transducteurs est de très petite dimension. Utilisez isolement un seul transducteur générer un faisceau ultrasonore non directionnel, comme une source quasi-ponctuelle. Donc cette sonde-là, elle est constituée d'un ensemble de transducteurs, et chaque transducteur, il émet un faisceau ultrasonore divergent. Donc ce faisceau ne donne pas de bons résultats en pratique. Donc ce qu'on cherche, il faut avoir, au lieu d'un faisceau divergent, il faut avoir un faisceau qui est convergent en une zone bien définie. C'est le résultat d'une focalisation en pratique. Donc pour avoir cette focalisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le groupement fonctionnel de plusieurs transducteurs voisins permet d'obtenir un faisceau de géométrie mieux maîtrisé. Plus le nombre de transducteurs ainsi associés est grand, reproduisant l'équivalent d'une sonde de plus large ouverture, et plus le faisceau ultrasonore produit est directionnel. Donc, comparons cette image avec la dernière image qu'on a déjà vue. La dernière image, ça veut dire cette image-là, un seul transducteur, elle permet de donner un faisceau divergent. Par contre, ici, au lieu d'utiliser un seul transducteur, on utilise un groupe de transducteurs. Exemple, 3 à 4 transducteurs, de telle manière de produire un faisceau qui est bien maîtrisé, ça veut dire qui est convergent en une zone bien déterminée. Et donc, un groupe d'éléments, il donne un faisceau mieux maîtrisé. Le faisceau ultrasonore, donc, il a cette morphologie. Donc, voilà la zone, ou bien la source où il naît les ultrasons. Donc, il y a une zone proche, puis une zone éloignée, near field ou bien far field. Ou bien cette zone-là, elle s'appelle la zone de Fresnel, puis une zone qui est éloignée dans laquelle le faisceau est divergent, elle s'appelle Fraunhofer zone. Et la zone de transition, c'est ici, entre les deux. Dans cette zone A, le faisceau, il est comment? Il est rectiligne, puis il diverge. Donc les caractéristiques des faisceaux ultrasonores, le champ des faisceaux d'ultrasons émis par une sonde correspond à la distribution spatiale de l'énergie ultrasonore émise
dans la direction des tirs ou direction de propagation des ultrasons. Les champs ultrasonores sont directionnels, c'est-à-dire que l'énergie est concentrée dans une direction perpendiculaire à la surface du cristal. Le champ ultrasonore est divisé en deux régions. Le champ proche, ou bien zone de Fresnel, et le champ lointain, ou bien zone de Fraunhofer. Le champ proche est décrit par un faisceau étroit, dont la section est celle de la sonde et dont la longueur dépend à la fois des dimensions du cristal, des diamètres dans le cas d'un élément, et de longueur d'onde des ultrasons émis. Le rôle de ce faisceau étroit est de permettre une bonne résolution spatiale des structures échographiques. Par contre, la zone de champ lointain qui fait suite au champ proche correspond à un faisceau divergent, qui n'est évidemment pas favorable à l'imagerie échographique. Ces différentes notions sont illustrées sur la figure ci-dessous. Donc voilà un exemple. Définition des champs proches et lointains et de la variation de l'intensité ultrasonore. On voit que la sonde, il y a production des ultrasons dans le champ proche, le rayonnement ou bien le faisceau ultrasonore il est rectiligne, puis il devient divergent dans le champ lointain. Le schéma en bas, il montre l'intensité relative des ultrasons en fonction de la distance à partir de la sonde. Donc la distance en longueur d'onde depuis la sonde. On voit une instabilité de l'intensité juste à côté de la sonde, puis il devient un petit peu homogène à la zone de rencontre entre le champ proche et le champ lointain, donc dans cette zone-là. Puis l'énergie diminue lorsqu'on s'éloigne de la zone de jonction entre les deux champs proches et lointains. Donc, il n'y a pas une distribution homogène de l'énergie en fonction de la distance à partir de la sonde. Donc, le champ proche est donc très hétérogène. Ces dimensions sont en fonction de l'étendue de la sonde et de la fréquence. La longueur des champs proches est égale au carré du diamètre de la sonde, divisé par la longueur d'onde. C'est A au carré sur lambda. A, c'est la moitié de la zone qui émette les ultrasons. Et lambda, c'est la longueur d'onde. Au-delà, le faisceau ultrasonore est divergent d'un angle de temps plus grand que la longueur d'onde est grande et que le diamètre de la sonde est petit. Donc, la divergence, elle se diverge avec un angle θ qui est égal à lambda sur 2a. 2a, c'est l'ouverture de la sonde. La divergence des vaisseaux est donc moindre si la sonde est large et la fréquence ultrasonore est élevée. Donc, plus la sonde elle est large, plus la zone divergente sera, que le faisceau sera moins divergent. Donc, la divergence du faisceau ultrasonore ainsi que la zone rectiligne dans la zone de Fresnel, il dépend de quoi? De l'ouverture de la sonde ainsi que de la longueur d'onde. L'angle de divergence des faisceaux des champs lointains, et si l'on prend à titre d'exemple une monosonde de diamètre de 1 cm, émet dans l'eau des ultrasons de fréquence de MHz, donc la longueur des champs proches est de 33 mm et l'angle est de 5 degrés. Donc on observe en B que la distribution spatiale de l'énergie ultrasonore n'est pas uniforme tout le long du champ proche. Plus on s'éloigne de la sonde, plus l'intensité sera uniforme, correspondant à une meilleure qualité de résolution. Par conséquent, la meilleure zone de champ utile pour l'échographie
et la fin de la zone de champ proche. Mais la localisation en profondeur de cette région est étroitement liée aux caractéristiques de la sonde, dimension et fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire cette image, ce texte-là? Il dit que la zone où il y a une bonne résolution spatiale, c'est la jonction entre la zone de Fresnel et la deuxième zone où le rayonnement est divergent. Et tout ça, il dépend de quoi? Il dépend de l'ouverture de la sonde ainsi que de la longueur d'onde. En résumé, le rayonnement d'une source plane d'extension géométrique A peut schématiser comme suit. Une zone cylindrique, donc c'est la zone qui est proche de la sonde, puis une zone de divergence de rayonnement. Donc plus à fréquence fixe, donc lambda effective, un transducteur de taille croissante présentera les diagrammes suivants. Donc plus la taille est importante, plus la divergence sera faible. Voilà un schéma, ou bien cette image-là, il montre la distribution de l'énergie en fonction de la direction. On voit que l'énergie se distribue en lobes. Il y a un lobe central de la direction de propagation des ultrasons, puis des lobes latéraux. Et chaque lobe, il a une énergie bien déterminée. Donc, si on passe à la représentation tridimensionnelle, donc l'hétérogénéité des champs proches génère des phénomènes acoustiques complexes avec diffraction, dont le résultat est notamment l'existence de ce qu'on appelle les lobes latéraux. Donc, cette hétérogénéité des champs, l'hétérogénéité dans l'intensité des champs dans la zone proche permet quoi? La création de ce qu'on appelle une distribution spatiale d'une énergie qui n'est pas uniforme dans cette zone-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les lobes latéraux. Il y a une énergie qui est dissipée dans ces lobes latéraux, puis une énergie qui va directement vers le lobe central. Ces phénomènes acoustiques caractéristiques des champs proches se traduisent en outre par des aberrations des faisceaux ultrasonores. Les lobes latéraux disposés en cône concentrique autour de l'axe du faisceau. Voilà les cônes concentriques mis toujours autour de l'axe du faisceau. On génère donc des artefacts potentiels lorsque les ultrasons sont réfléchis par des cibles situées sur le trajet de ces lobes latéraux, en dehors de l'axe du faisceau ultrasonore. Prenons un exemple de ce faisceau ultrasonore qui est né d'une sonde. Donc, on a un obstacle qui intercepte ce rayonnement ultrasonore. S'il est sur l'axe, donc on aura l'image qui est faite par le lobe central. Par contre, si on a un faisceau qui se trouve latéralement, donc cet obstacle-là, il doit avoir son image par les lobes latéraux, et donc il doit créer ce qu'on appelle les artefacts. Donc il doit simuler que cet obstacle-là se trouve sur l'axe du faisceau. Donc il doit être considéré comme s'il se trouve sur l'axe. Par contre, il se trouve latéralement, vu que son image est faite par les lobes latéraux. Donc les lobes latéraux, donc, ils participent à la formation des images parasites. Voilà donc notre faisceau ultrasonore, comment il est. Donc il y a une partie centrale, puis des lobes latéraux dont l'énergie est diffère d'un lobe à un autre. Les lobes latéraux, ce sont des imperfections des faisceaux ultrasonores, comme les éclaboussures d'un jet d'eau. Prenons par exemple un verre d'eau. Tu le mets à une distance d'1 mètre ou bien 2 mètres du sol et tu le jettes. Lorsque cette quantité d'eau frappe le sol, donc il y a quoi? Un jaillissement
de l'eau dans toutes les directions. Ce sont des éclaboussures des jets d'eau. Donc, distribuant une partie de l'énergie acoustique de part et d'autre de l'axe des faisceaux, selon des angles divers, ont donc pour effet l'inscription sur l'image du coup du structure anatomique rencontrée par ces lobes latéraux, donc à distance de l'axe des faisceaux. La conséquence en est l'apparition sur l'image du bruit, altérant le contraste effectif. L'orientation de ces lobes latéraux par rapport à l'axe des faisceaux est fonction de la longueur d'onde et fonction inverse de la dimension de la sonde, diamètre de l'ouverture. Donc le diamètre de l'ouverture et la longueur d'onde, donc il agit sur quoi? Il agit sur la naissance des lobes latéraux. Et donc, plus un faisceau contient des lobes latéraux, plus l'image qu'on doit faire avec ce faisceau sera de mauvaise qualité. Donc, une source ultrasonore étendue possède une directivité définie par le lobe principal et d'autant plus grande que l'ouverture d'OA est grande. Donc, voilà ici la distribution de l'énergie. Une partie, la maximum de l'énergie qui est distribuée dans l'axe des faisceaux. Par contre, on trouve d'autres énergies qui sont distribuées latéralement ici. Donc, si on le voit dans cette image-là en bidimension, donc il est distribué par ces lobes latéraux. Voilà un exemple qui permet de schématiser ces lobes latéraux. Donc l'énergie, la majeure partie de l'énergie, il est dans la direction de l'axe des faisceaux. Par contre, on trouve d'autres énergies qui sont distribuées latéralement. Donc l'hétérogénéité des champs proches génère des phénomènes acoustiques complexes avec diffraction, dont le résultat est notamment l'existence des lobes latéraux. Donc voilà, ces lobes latéraux-là se sont en violet et participent seulement à la formation des images parasites. Par contre, l'image qu'on cherche en échographie, c'est l'image qui est faite par le faisceau central. Donc l'énergie acoustique est moindre dans les lobes latéraux que dans le lobe principal. Le lobe principal, c'est le lobe central, c'est cette région-là. Et en violet, ce sont les lobes latéraux. Donc l'énergie se trouve de manière importante dans cet axe. Par contre, dans les lobes latéraux, il y a une distribution de l'énergie qui est faible. L'énergie acoustique est donc moindre dans les lobes latéraux que dans le lobe principal, l'axe des faisceaux. Mais la présence de ces imperfections des faisceaux est à l'origine d'un bruit acoustique, dégradant la qualité de l'image échographique. Donc ce qu'il faut retenir, il y a ce qu'on appelle les artefacts d'une image échographique. Ces artefacts, parmi les éléments qui permettent de faire naissance à ces artefacts, c'est l'image ou bien des images parasites qui sont formées par les lobes latéraux. Donc c'est la même chose si on va vers ce qu'on appelle la radiologie conventionnelle. Lorsqu'on fait par exemple une image par rayon X d'un organe donné, le rayonnement qui va d'une manière directe, il vous donne l'image de manière nette. Par contre, le rayonnement diffusé qui n'est des patients ou bien des autres objets rencontrés par le faisceau de rayon X, il vous donne ce qu'on appelle le rayonnement diffusé. Et donc sur votre image, il y a un rayonnement, la superposition de deux images. L'image du rayonnement direct par les rayons X et l'image du rayonnement diffusé par le diffusé. Et donc c'est pour cela, plus le diffusé est important, plus l'image sera dégradée en matière de qualité. Donc c'est la même chose ici pour les ultrasons. Le faisceau ultrasonore, il a une partie centrale et une partie latérale. La partie latérale, ce qu'on appelle les lobes latéraux, ça permet de générer des artefacts. Voilà ici un autre schéma qui permet d'expliquer les lobes latéraux. Donc les éléments transducteurs ou les groupes fonctionnels de transducteurs de petite dimension ont donc une faible directivité, en particulier lorsque le faisceau est incliné par décalage de phase. Voilà, on a un transducteur, on a un groupe de transducteurs. Il permet de donner quoi? Un lobe principal et des lobes latéraux.
C'est la même chose pour la partie centrale lorsqu'on émet les rayonnements d'une manière perpendiculaire au transducteur. Voilà, toujours il y a des lobes latéraux, par contre, il y a toujours un lobe principal. L'importance relative des lobes latéraux est d'autant plus grande que le groupe d'éléments piézoélectriques est restreint. Donc, que la dimension de la sonde ainsi constituée est faible. Elle est plus grande encore si le faisceau est oblique. Donc, plus on a un nombre restreint d'éléments piézoélectriques, plus les lobes latéraux sont importants. Et ça, il sera plus important surtout lorsque le faisceau est émis dans une direction oblique. Donc, voir le schéma suivant. Donc, voilà les lobes latéraux. Voilà là, le lobe principal. Ici, voilà le lobe principal. Ici, là, ce qu'on appelle les lobes latéraux. Et tout ça, ça dépend de, ça veut dire, ce faisceau, il est généré par combien de transducteurs. Ça veut dire un groupement d'éléments. Donc, plus ce groupement, il est restreint, plus on a beaucoup de lobes latéraux. Et donc, pour mieux maîtriser notre faisceau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de focaliser notre faisceau ultrasonore. Généralité. Il est naturel de parler de faisceau lumineux lorsqu'on observe la lumière émise par un projecteur ou un laser. L'énergie peut être aisément dirigée dans une direction choisie. C'est exceptionnel le cas avec les ondes sonores. Une sirène ou la voix humaine s'entendent dans toutes les directions. Comment s'explique cette différence de comportement? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Pour la lumière, le faisceau de lumière ou bien de laser, ça veut dire qu'il se propage d'une manière directe, rectiligne. Par contre, celui des ondes sonores, d'une manière générale, ou bien des ultrasons en particulier, il n'est pas rectiligne, mais ça peut se propager dans toutes les directions de l'espace. Ça veut dire qu'il est non directionnel. Donc, l'explication de ça, comment ça se fait? Par le simple fait, nous le démontrons dans ce paragraphe, que pour mettre une onde en faisceau, il faut disposer de sources ou de réflecteurs de grande taille par rapport à la longueur d'onde. C'est facile pour la lumière, au lambda ne vaut que quelques fractions de micromètre. C'est beaucoup plus encombrant avec le son. Au lambda est de l'ordre de 77 cm à 440 Hz. Heureusement pour les échographistes, les longueurs d'onde ultrasonores étant inframillimétriques, il est possible de construire des faisceaux pour peu que l'on dispose de sources de dimension centimétrique. Ceci attire une remarque de portée très générale lorsqu'on parle d'une onde, l'échelle des longueurs selon laquelle on doit tout mesurer avec précisément de longueur d'onde. Donc voilà ce qu'on cherche. À partir d'un faisceau qui est divergent, on cherche à essayer de le focaliser vers sa partie moyenne. Le faisceau, la focalisation du faisceau ultrason permet d'améliorer quoi? La résolution latérale. Ça veut dire donc il faut essayer de rétrécir cette zone-là au lieu que le faisceau soit divergent. C'est pour cela ce qu'on dit la focalisation du faisceau ultrasonore, quel que soit le procédé par lequel il est obtenu. Il permet d'améliorer la résolution latérale et il n'affecte par contre pas la résolution axiale, mais seulement la résolution latérale. Ça veut dire la capacité de distinguer deux points proches qui se trouvent perpendiculairement à l'axe du faisceau. Ça veut dire qu'ils se trouvent sur l'axe perpendiculaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer que notre faisceau soit rétréci dans sa partie moyenne. C'est l'objectif de la focalisation du faisceau ultrasonore. Donc, il y a une focalisation idéale. Voilà notre faisceau
qui est né de cette sonde, normalement, elle est divergente. Si on fait une focalisation idéale, donc il faut converger tout le faisceau de telle manière d'avoir un faisceau qui est rectiligne comme celui de la lumière. Il y a une focalisation conique, ça veut dire on peut la focaliser en un point, ici, puis le faisceau devient divergent. En pratique, on ne peut pas faire ni ça, ni ça. Par contre, on peut faire une focalisation en une zone bien déterminée de l'espace. Puis le faisceau devient divergent au-delà. Pour que toute l'énergie se concentre en un point, il faut que tous les trajets soient en phase. Les fronts d'onde doivent donc avoir une forme sphérique. Donc tous les fronts d'onde qui naissent de la sonde, il faut qu'ils soient en phase de telle manière qu'ils se focalisent en une zone bien déterminée de l'espace. Un faisceau ultrasonore idéal serait parfaitement cylindrique, comme vous voyez ici, et étroit, ce qui n'est en pratique pas possible. Une simple focalisation conique permet une excellente résolution latérale, comme vous voyez dans ce schéma-là. En pratique, différentes techniques permettent de déterminer une zone focale dans laquelle le faisceau ultrasonore est approximativement cylindrique sur la plus grande longueur possible. Donc en pratique, il faut chercher seulement une petite zone de l'espace dans laquelle le faisceau sera cylindrique et n'est pas divergent. Et dans cette zone-là, c'est elle avec laquelle il faut faire nos images échographiques. Voilà, il est schématisé ici par une simulation. Voilà ici la naissance de notre onde ultrasonore. Ici, le faisceau normalement il est divergent, mais après la focalisation, on doit avoir une zone focale ici, dans laquelle l'image sera de bonne résolution latérale. Donc la résolution latérale, il est meilleure seulement dans cette zone-là qui est rouge. Par contre, il est faible lorsqu'on s'éloigne de cette zone-là. Donc la résolution est évaluée pour une valeur donnée d'intensité acoustique, usuellement de l'ordre de 6 décibels. La résolution latérale dépend ainsi en premier lieu des dimensions latérales des faisceaux ultrasons. Celles-ci sont déterminées par convention à la moitié, soit moins 6 décibels, de la pression acoustique maximale. L'image ci-dessus représente le relevé topographique de la pression acoustique générée par une sonde focalisée. Donc ici, c'est une sonde focalisée en cette position-là qui est bien visible. La focalisation acoustique sur les sondes électroniques, une focalisation azimutale ou bien en épaisseur peut être obtenue par une lentille acoustique. Donc ici c'est en épaisseur, c'est pas latéral ni dans l'axe, mais en épaisseur. Donc la lentille acoustique placée sur la face avant des sondes électroniques, je ce rang de focalisation dans le plan azimutal, améliorant quelque peu la résolution en épaisseur, mais à une distance fixe. Donc voilà comment certains procédés pour faire ce qu'on appelle la focalisation. Ici, un exemple de focalisation mécanique. Donc, transducteur de forme sphérique. La face avant de notre transducteur, c'est sphérique, sous forme de calotte. On doit avoir une focalisation à une distance R. C'est le rayon de notre calotte sphérique. Donc, transducteur de forme sphérique, l'onde créée par une sonde en forme de calotte concave de rayon R converge naturellement vers le centre de courbure. C'est ici. Ici, c'est le centre de courbure. Ici, c'est le rayon. Donc, tous les rayonnements qui sortent de cette calotte, ils convergent en cette zone-là, qui est la zone focale. Donc, la distance focale F est donc voisine de R. En réalité, elle est légèrement plus courte à cause des phénomènes de diffraction. L'avantage
technologie particulièrement simple. Les inconvénients. La focale est fixe et ne peut être modifiée. Le contact avec la peau est mal easy. Cette technologie est plutôt employée dans une poche à eau, dans une sonde mécanique oscillante. En pratique, cette technologie a été quasiment supplanté en échographie par les sondes en nano afin de disposer d'une focale variable. Par contre, elle reste intéressante pour les applications ultrasonores thérapeutiques, dans le cadre, par exemple, de la lithotripsie. Mais on n'utilise pas ce procédé actuellement dans le domaine des échographies actuelles. L'utilisation de notre procédé pour focaliser le rayonnement ultrasonore, il faut utiliser ce qu'on appelle les lentilles acoustiques. Donc, à la sortie de notre sonde, on doit juxtaposer exactement une lentille acoustique en jouant sur la vitesse de propagation des ultrasons avant et à la sortie de notre lentille acoustique. Et en fin de compte, vous aurez une focalisation de sonde acoustique. Si on utilise une source ultrasonore plane, on peut rendre le front d'onde concave en ralentissant les ondes qui proviennent du centre de l'ouverture. Ceci est possible en interposant entre le milieu de propagation désiré, le patient, la CRTC, et la source plane du milieu de CRT, un milieu de CRT C2. Si C2 est plus petite que C1 et la lentille est convexe, la partie centrale du faisceau sera bien ralentie par rapport à la partie périphérique. On obtient le même résultat en utilisant une lentille concave et C2 est plus grande que C1. Donc, le fait d'ajouter une lentille acoustique qui est constituée d'un matériau donné, donc on doit jouer sur la variation de vitesse de propagation des faisceaux ultrasonores à l'intérieur de la lentille et à son extérieur. Et le résultat final, c'est quoi? C'est essayer de focaliser nos ondes en un point déterminé de l'espace. Les avantages, technologie simple. Cette technique peut être employée pour effectuer une focalisation dans une seule direction en utilisant une lentille cylindrique. Si bien que, ainsi que l'on réduit l'épaisseur du plan azéthymal, le plan tomographique pour les barrettes. L'inconvénient, la focale est fixe et ne peut pas être modifiée. Le contact avec la peau est doux et avec une forme convexe. Donc, ce type de sonde aussi, on n'utilise pas majoritairement actuellement, mais on utilise la focalisation électronique qui est la technologie la plus utilisée actuellement. Plus la focalisation consiste à retarder le centre du faisceau émis, pourquoi ne pas diviser la source acoustique en petits morceaux indépendants des transducteurs et émettre avec ceux du centre un peu plus tard qu'avec ceux de la périphérie. C'est ce qui a été fait à partir des années 70 avec la naissance du concept de barrette de transducteurs. Comme on le voit sur le schéma ci-après, la commande d'émission est retardée électroniquement par un jeu de retard symétrique, T1 jusqu'à T6, selon une loi donnant une géométrie sphérique au faisceau. Celui-ci viendra alors naturellement converger vers le point C, le point F. On peut donc aisément changer la distance focale en changeant le jeu de retard par une simple commande électronique et donc faire un premier tir à focale courte pour la partie proximale de l'image, puis un tir à focale plus longue pour la partie moyenne, et ainsi de suite. Évidemment, plus on utilise de focales à l'émission, plus on ralentit la cadence d'imagerie, mais avec 3 à 5 focales, on reste compatible avec les exigences en temps réel pour la plupart des applications. Voilà, prenons par exemple un faisceau ultrasonore qui est né d'une sonde électronique. C'est ce qu'on appelle la focalisation électronique. C'est ainsi qu'on crée une focalisation électronique générant un faisceau plus étroit dans sa partie moyenne au détriment, en déterminant selon
une séquence précise le moment d'excitation de chacun des transducteurs composant le groupe. Voilà notre sonde. Il est constitué d'un ensemble de transducteurs. Et voilà ici le signal d'excitation de ces transducteurs. Et voilà ici le faisceau ultrasonore qui est convergent dans une zone focale, puis il devient légèrement divergent dans les zones lointaines. Et comment on fait ça? Comment il peut y avoir cette focalisation? On le fait seulement par une excitation ou bien des retards d'excitation dans l'ensemble du groupement des transducteurs. Il y a groupe 1, groupe 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Voilà ici une courbe en jaune d'excitation de ces groupements de transducteurs. De telle manière, ce qu'on fait des retards sur l'excitation de ce transducteur. Voilà la courbe d'excitation des transducteurs de la périphérie jusqu'au centre. Et donc, l'excitation ne se fait pas en même instant pour tous les groupes de transducteurs, mais il se fait par des jeux de retard. Et le résultat, c'est quoi? C'est avoir un faisceau qui est convergent dans des zones bien déterminées, donc une meilleure résolution spatiale dans cette zone-là, ce qu'on appelle la zone focale. Par contre, lointainement, dans les zones loin, le faisceau devient légèrement divergent. Voilà pour une meilleure compréhension de ce qu'on a dit dans le schéma précédent. En réception, on peut aussi appliquer le même principe en recevant les échos sur chacun des transducteurs élémentaires, sans ces signaux, après leur avoir appliqué une loi de retard pour obtenir les échos finaux. Voilà les transducteurs, ces carreaux-là. Ici, voilà le signal d'excitation pour chaque transducteur. Il y a son signal de transducteur bien isolé. Ici, ce sont des retards d'excitation sur les différents transducteurs. Le résultat final, c'est quoi? À l'émission, on a quoi? On a une focalisation de tout le rayonnement qui sont émis par la sonde vers une zone focale, F. Et ce procédé-là, il est valable pour l'émission des ultrasons. Et c'est la même chose lorsque ces ultrasons rencontrent un obstacle à l'intérieur de l'organisme, par exemple, il y a réflexion des ondes. Et donc, elles doivent être aussi par des retards avec les différentes pièces piézoélectriques. Et le tout ça, il est sommé de telle manière d'avoir un signal qui va vers l'échographe pour les traiter. Voilà un exemple qui permet de schématiser ça d'une manière